La prochaine présentation, Madame Maude Pelletier de Génie Drone. Madame Pelletier détient une maîtrise en géographie physique de l'Université Laval à Québec. Son expertise académique et professionnelle est principalement axée sur la géomorphologie et la géomatique. À ce jour, elle est présidente d'une entreprise d'acquisition, de traitement et d'interprétation de données aériennes acquises par drone pour des projets qui nécessitent un suivi temporel rapproché pour une prise de décision éclairée. Merci beaucoup. Bonjour à tous. C'est un honneur pour moi de venir parler, en fait, de mon entreprise qui est vraiment un jumelage de différentes passions, une combinaison de toutes mes passions mises ensemble, la géographie, la géomorphologie, le drone. C'est vraiment la motivation qui m'a fait partir cette entreprise-là, de vraiment pouvoir faire à tous les jours, vraiment utiliser les différents outils de l'observation de la Terre et mettre cet outil-là et ce service-là et les résultats pour les municipalités, pour les MRC. J'aimerais ça qu'on commence à visualiser. On va se mettre dans le temps, on va revenir en arrière dans le passé, comment on vivait il y a 70 ans. Si on s'imagine, là, vraiment, c'était quoi notre quotidien à tous les jours? C'était quoi les moyens de communication, de transport? On avait le journal, on avait la radio, mais c'était beaucoup plus au ralenti. Le transfert des connaissances, la communication ne se faisait pas du tout au même rythme que ça se fait maintenant. Aujourd'hui, on a Facebook, on a la télé, on écoute les nouvelles 2-3 fois par jour, on lit le journal. On a tout le temps plein d'images dans notre tête d'un peu partout dans le monde qui s'accumulent, qui enrichit notre imagination et comment on perçoit notre espace, comment on se situe dans notre espace est certainement très différent de comment on se situait dans notre espace il y a 70 ans ou 80 ans. C'est totalement différent. À tous les jours, on regarde Facebook, on prend de l'information. Mon téléphone, depuis qu'il y a iPhone, je dois l'utiliser au moins 10, 20, 30 fois par jour que je regarde des informations. Donc, si on se regarde présentement, on se voit à UQAM, on se voit dans Montréal, on se voit dans la province, dans l'orientation, on voit différentes échelles. On peut très bien imaginer l'Australie. Je vois les kangourous, je vois Sydney, je vois très bien mon espace de où ce que je suis, toujours à tous les temps, parce qu'on a toutes ces images-là dans la tête. Et ces images-là, bien, c'est des connaissances, c'est une vitesse, des informations qui se transfèrent à une vitesse fulgurante et ça fait avancer les technologies. Les idées se partagent, se développent. Donc, toutes ces idées-là permettent des avancées de technologie d'aller encore plus vite. Donc, on a difficulté à suivre vraiment c'est quoi la technologie où qu'on en est parce que ça va très, très vite. Donc, par contre, ce développement de technologie-là, comme par exemple le drone, est un outil on est vraiment dans le milieu d'un début de tout, d'un grand cheminement. On est une technologie qui évolue extrêmement vite. Toute notre perception de l'espace dépend vraiment de l'époque qu'on vit. Et ça fait le transfert de connaissances qui se fait très rapidement. Mais ça fait évoluer les choses très vite, donc les technologies. Donc, présentement, le drone, on est vraiment à un début de cheminement, un début de tout. On utilise présentement les drones à très petit pourcentage de son réel potentiel. On les voit souvent dans des photos événementielles pour faire des vidéos corporatives. Mais ça, c'est un seul petit pourcentage de vraiment qu'est-ce qu'on peut en faire. Donc, les drones, ils sont de plus en plus forts, peuvent transporter de plus en plus de poids, ils vont voler de plus en plus longtemps. Donc, il y a vraiment une très grande évolution les dernières années. Ce qu'on fait présentement n'a rien à voir avec ce qu'on fait l'année passée et ça n'a rien à voir avec ce qu'on va faire dans les prochaines années. Et j'ai hâte de voir ce que ça va être dans 10 ans ou 15 ans. Donc, vraiment, on est à une période présentement qui est en grande évolution. Et ça, c'est pas juste en lien avec les drones, mais c'est aussi tous les capteurs. Donc, les capteurs deviennent de plus en plus petits également. Ils viennent s'intégrer aux drones. Donc, on a différents capteurs qui permettent d'être mis sur des drones, donc des caméras à très haute résolution. On a caméras multispectrales, des caméras thermiques, des lidars. Donc, même les lidars, maintenant, peuvent être mis sur des drones. Je vais pouvoir vous montrer différentes applications qu'on en fait. Donc, le lidar, c'est 1,5 kg. Donc, on peut voler quand même une très longue période de temps avec eux. Donc, c'est ça, l'évolution
augmente tout le temps. C'est aussi pour les logiciels de planification, les logiciels de post-traitement, de traitement. Les logiciels de planification de vol n'ont rien à voir avec ce que c'était il y a 3-4 ans. Donc, c'est vraiment une belle évolution, puis c'est en croissance. C'est bon. Donc, vraiment, le drone, c'est un outil d'observation de la Terre. On obtient des données, des photos, mais ce n'est pas juste des photos pour voir, mais c'est vraiment, ça peut devenir une mesure, une donnée spatiale. Donc, on en fait de la photogrammétrie, on peut mesurer, on va faire du calcul volumétrique. Donc, où est-ce que ça situe le drone, l'imagerie par drone, dans tous les outils d'observation de la Terre? Le départ de mon entreprise, quand j'ai parti, c'est que je travaillais pour une firme de génie conseil comme géomorphologue et je faisais beaucoup de photo-interprétation. Photo-interprétation pour interpréter différents types de dépôts de surface, interpréter des volumes, d'estimer des volumes de dépôts. Donc, c'était pas toujours évident qu'on avait des photographies aériennes qui dataient des années 70, des années 50. Des fois, on utilisait Google Maps, Google Earth pour interpréter. Fait qu'il manquait une échelle, puis il a toujours manqué une échelle dans ma vie, même aux études, il m'a toujours manqué une échelle, vraiment. Fait que le moment où j'ai décidé d'utiliser les drones pour la première fois, c'est quand on avait identifié des indicateurs de dégel de pergélisol du sol avec des photos qui dataient des années 70. Dans les années 70, on n'était pas au dégel, on était même en une période de refroidissement. Donc, ça ne marchait pas. Je n'avais pas de photos qui me permettaient de faire, puisqu'il n'y avait pas encore d'indicateurs. Donc là, c'est la première fois que j'avais utilisé des drones. Et ça m'a permis d'avoir l'échelle qui m'a permis de trouver des indicateurs de dégel et vraiment amener après des solutions par rapport aux infrastructures linéaires, les routes sur lesquelles on travaillait. Donc, le drone s'insère vraiment entre les données à plus grande échelle et toutes les données stations locales. Donc, ça donne une autre perspective. Donc, on a une nouvelle échelle. On n'a pas juste des images qui donnent des 2, 3, 1 cm de résolution et même moins, mais on a également une autre perspective. On peut prendre des photos en oblique, on peut avoir les falaises le long du fleuve, on peut avoir également l'horizon, les toitures, le clocher de l'église, les patrimoines. Le patrimoine, mais dans son environnement. Donc, on n'a plus juste le patrimoine ou très, très haut la ville, mais on a également tout l'environnement du site touristique. Donc, il y a vraiment une autre vision, une autre perspective que le drone peut apporter. C'est bon. Donc, il y a plusieurs avantages, mais il y a également des limites et c'est vraiment important de les comprendre. Drone, comme je disais, ça va amener des résolutions très, très fines. Ça va amener une autre perspective, des images obliques. Ça va être facile à déployer. Ça va être rapide, c'est léger, je peux le transporter en avion avec moi, je peux le transporter sur mon pack-sac, puis monter une montagne, puis scanner la montagne. C'est faisable. Donc, c'est complètement un outil qui peut être très facile à déployer et qui est très, très utile dans ces cas-là. Par contre, ça a des limites également qu'il faut prendre en considération. La réglementation est en constante évolution. Il faut des permis de vol, mais c'est possible d'avoir les dérogations quand on établit la bonne mesure. Donc, en fait, moi, je considère que présentement, on a une grande évolution côté réglementation, puisque là, présentement, je peux avoir un permis. J'envoie mon avis de vol à Transport Canada. 3 jours plus tard, je peux voler. Excusez-moi. 3 jours plus tard, je peux voler. Donc, c'est très rapide. C'est plus comme l'année passée où il fallait attendre un mois et demi avant d'avoir l'autorisation. Donc, il y a beaucoup d'évolution à ce niveau-là. Et la réglementation d'aujourd'hui n'a rien à voir non plus avec la réglementation qu'il va y avoir l'année prochaine et les autres prochaines années. Donc, je vais vous parler maintenant de différentes applications qui peuvent être très utiles pour les municipalités, MRC, les organismes privés. Ici, on a un projet qui est en Gaspésie, à Kaplan, New Carlisle. On fait relever lidar avec des photographies aériennes également, haute résolution, des falaises, mais également de l'arrêt de chemin de fer. Donc, pour vous mettre un peu dans le contexte, l'arrêt de chemin de fer traverse la Gaspésie. Il y a des grosses problématiques avec l'érosion des falaises en raison des eaux qui viennent frapper les falaises. Donc, il y a beaucoup de détérioration, des éboulis qui se créent. Donc, on scanne carrément les falaises de la Gaspésie pour voir finalement le tassement, quantifier les changements au fil du temps. Donc, c'est plusieurs relevés par année. Donc, après, on les met en comparaison. Et comme le lidar que nous faisons est positionné en absolu dans l'espace aux 5 cm près, dans le pire des cas, 5 cm près. Donc, on est très bien en mesure de revenir positionner les différents modèles qu'on va créer, puis faire vraiment de la cartographie de détection de changement. Donc, quantifier le changement au fil du temps. Donc, c'est quelque chose de très unique parce que scanner des falaises,
C'est vraiment juste avec le drone et du lidar comme ça qu'on peut le faire, surtout sur le bord de l'eau. Donc, c'est vraiment un outil unique en son genre. D'autres projets en Abitibi, on en a plusieurs, mais bien entendu, avec le drone, le lidar ou en photogrammétrie, on peut faire des modèles d'élévation, des modèles numériques de terrain, également des modèles numériques de surface. Donc, avec le lidar, ça nous donne des modèles numériques de terrain de très haute précision. Par la suite, on peut en faire une différentielle qui va nous permettre d'avoir les informations sur la végétation, hauteur d'arbre. Mais également, même avec des logiciels de traitement pour les arbres, on peut aller même déterminer les dimensions des troncs d'arbres, le diamètre, la hauteur de la cime, la hauteur du tronc. Donc, il y a plus d'informations encore qu'on peut aller chercher avec le lidar à partir pour la foresterie. L'imagerie multispectrale également, qu'on peut faire. Dans ces cas-là, en Abitibi, c'était pour les changements géochimiques de la roche à partir de la botanique en place. Donc, on utilise des caméras multispectrales à 5 bandes. Donc, pour l'exploration minière, ça a vraiment ses avantages, ses atouts. Aussi, pour l'exploration minière, encore une fois, les décapages, on les fait maintenant automatiquement. Donc, on va scanner à de très fines résolutions. Donc, on parle de 3 mm, les photos. Donc, on voit très, très bien toutes les petites veinures de quartz et on les automatise après. On peut faire le tracé automatiquement. Donc, après, ils n'ont plus besoin de retourner directement sur le terrain. Ils vont le faire directement au bureau. Fait que ça sauve énormément de temps de terrain, en fait. Un exemple ici d'un glissement de terrain aux Grandes Bergeronnes. Ça s'est passé très récemment. Dans le fond, c'est un produit qu'on a sorti il n'y a pas long. Donc, on peut voir avec le lidar, ici, on voit vraiment bien le glissement de terrain. On le voit moins bien qu'il y avait dans mon ordi. Mais c'est les arbres qui sont couchés juste ici. Donc, on a fait une classification au sol et sur l'autre, on peut très bien voir vraiment la superficie du glissement. Puis après ça, mesurer exactement c'est quoi l'étendue des dégâts. Donc, ça, c'est un site sur un camping. Donc, c'est une problématique autant pour les propriétaires, mais aussi pour l'infrastructure touristique qui est autour. T'sais. Donc, le lidar, c'est facile à déployer. En quelques heures, le relevé était fait. Le lendemain, il y avait les données. Ils ont pu prendre des mesures très rapides, rapide pour vraiment nettoyer et faire remédier finalement à la situation. Un autre glissement de terrain, je voulais vous mettre un autre exemple pour en photogrammétrie cette fois, fait que vraiment juste avec de l'image, image RGB, très haute résolution. Ça, c'est le glissement de terrain de Saint-Luc de Vincennes qui s'est passé l'année passée. Peut-être que vous l'avez vu passer dans les médias, ça avait passé à la télé. Mais c'est un glissement de terrain que, en faisant le modèle d'élévation, le nuage de pointe, on a pu estimer vraiment ce qui avait été glissé. Donc, ça causait problématique à la rivière en aval. Donc, ça a bloqué la rivière. Donc, après ça, il y avait des problématiques aussi pour laisser l'eau couler. Un autre projet ici, à la rivière Saint-Charles, en plein milieu de la ville de Québec. Là, on a fait un 4 km de distance de transect. Photographie aérienne, encore une fois, haute résolution, pour voir les changements morpho-sédimentaires de la rivière. Donc, on le fait plusieurs fois par année, entre l'ouverture des vannes du barrage et la fermeture. Donc, à chaque fois, on retourne quand la marée est basse, puis on voit finalement comment que ça a évolué. Donc, encore une fois, on fait des modèles d'élévation, on les met en comparaison. Donc, bien entendu, ça prend vraiment une très haute, vraiment être rigoureux sur les points de contrôle. Ça en prend plusieurs parce qu'il faut vraiment que le modèle soit très bien positionné. Donc, on parle de position entre 2 cm en XY, 3 cm en Z à chaque fois, avec les points de contrôle qu'on fait. Ici, je tenais aussi à mettre des exemples de qu'est-ce qu'on fait. Majoritairement avec les imageries multispectrales, ce qu'on va faire, ça va être pour l'agriculture de précision. Donc, on va utiliser les indices de végétation, donc sûrement que vous en avez entendu parler. À partir d'imagerie multispectrale, on peut sortir différents indices de végétation, comme le taux de chlorophylle des plantes, la densité foliaire, la fertilité, le stress hydrique au sol et même le stress de la plante. Ça, à partir de l'imagerie thermique, ce qui arrive, c'est quand la plante
Quand la plante connaît un stress, que ce soit des champignons, des maladies ou un manque d'eau, les stomats de la plante vont se refermer puis pour garder son humidité, puis ça va augmenter sa température. Donc, à partir de caméras thermiques, on est capable de retracer vraiment ce qui connaît un stress. On ne peut pas identifier exactement c'est quoi le stress, mais on peut dire qu'il y a un problème. Donc, après, on fait des cartes, puis après, ça permet d'envoyer les personnes terrain au bon endroit prendre les échantillonnages. Bien entendu, vous avez sûrement entendu parler de l'arpentage de précision à partir des drones. On en fait de plus en plus. C'est quelque chose qui devient commun dans le quotidien des entreprises qui font un peu de drones par photo. Donc, pour les municipalités, les MRC, on a toutes des carrières gravières sablières. Donc, on en fait des calculs volumétriques. Donc, ici, c'est 3 exemples différents. Une, c'était un nuage de points pour une usine de pâte et papier, donc les résidus. Donc, on en fait le calcul volumétrique. La même chose pour la sablière. Et celle-là, c'était un lidar, cette fois, pour une mine. Donc, tout dépendamment de ce qu'on veut, si on veut avoir un modèle d'élévation en dessous de la végétation, c'est certainement avec le lidar qu'on va obtenir le meilleur résultat. Donc là, c'est là qu'on utilise le lidar s'il y a un couvert végétal. Donc, ça conclut les applications. J'ai fait un petit retour un peu sur les avantages. Donc, c'est sûr que les drones, les capteurs, les logiciels, c'est quelque chose qui évolue très, très rapidement, comme j'en ai mentionné. Cet outil, par contre, donne vraiment une nouvelle échelle, une nouvelle perspective. C'est très unique de pouvoir avoir de l'horizon maintenant. Puis c'est toutes des données. Les photos, c'est pas juste une image, mais ça devient une donnée, une mesure. C'est une autre dimension maintenant. Donc, on a tous les outils de l'observation de la Terre, le satellite, le radar, les scans terrestres. Tout est jumelé et là, le drone vient s'intégrer à l'intérieur de ça pour donner une vision différente, une vision oblique de l'horizon. Donc, c'est quelque chose qui s'insère extrêmement bien dans ces outils. Donc, imaginez-vous dans 50 ans, comme là, présentement, on est avec les drones, avec la réglementation, on se faufile à travers ça, mais dans 50 ans, quand les drones vont être rendus conformes, qui vont respecter des règles, des lois, qu'ils vont être au même niveau que les hélicoptères, les avions. Est-ce qu'on a peur quand un hélicoptère passe au-dessus de la tête ou d'un avion? On n'a pas peur parce qu'on sait qu'ils sont extrêmement sécuritaires et qu'il n'y a pas de risque. Dans pas long, les drones vont être rendus là. Déjà, les drones sont beaucoup plus fiables, beaucoup plus robustes qu'ils étaient avant. Donc, dans pas longtemps, à un moment donné, il va y avoir un espace aérien qui va être contrôlé pour les drones. Puis là, on va parler d'une autre histoire, là, un autre niveau. Fait qu'on est au début du cheminement. Merci. Merci. On a du temps pour les questions. Oui. C'est peut-être un peu difficile comme question. Le coût d'acquisition versus, c'est sûr qu'on est dans des petits territoires. Là. Vous avez un bel exemple de la rivière Saint-Charles, là, versus on aurait fait un aéroporté de 5 km. C'est quoi la différence du coût d'acquisition versus un avion? Bien, écoute, c'est sûr, je portais à te dire que c'est moins. C'est moins. C'est tout le temps dépendant ce que ça prend comme données, premièrement. Si on veut vraiment aussi la résolution qu'on va aller chercher, la précision. C'est comme là, la rivière Saint-Charles, on parle de haute précision. Donc, il y a vraiment plus de points de contrôle à prendre. Donc, il y avait une logistique plus grande par rapport à ça. Fait que je ne serais pas prête à dire qu'est-ce qui est le plus cher, le moins cher, mais c'est différent. On n'aura pas la même donnée, on n'aura pas la même précision, qualité. Fait que c'est sûr, c'est du cas par cas. C'est dur à évaluer comme ça. Bien, c'est sûr que quand on fait de la photogrammétrie, nous, on utilise GPS, RTK également sur le drone. Bien, en fait, pas en RTK, nous, on fait du post-traitement pour le drone, juste en cas qu'il y a une perte de communication. Fait qu'on préfère post-traiter pour ça. Mais, fait que là, toutes les images sont précises au centimètre. Fait que déjà, ils sont déjà positionnés en relatif. Mais après, il faut venir draper ça. Mais ça nécessite quand même plusieurs points de contrôle si on veut vraiment aller chercher la précision pour mettre des modèles d'élévation en comparaison pour faire de la détection de changement. On ne parle plus de juste... c'est que chaque fois qu'on y retourne, il y a tout le temps une marge d'erreur qui se rajoute. Donc, c'est vraiment... Il faut que ça soit vraiment rigoureux. La plus grande précision?
Oui, ça, c'est pour le LIDAR. En fait, le LIDAR, tous nos nuages de points, autant en précision qu'en accuracy, on va être au pire aux 5 cm. C'est le moins bon qu'on va aller acquérir. Ça, on le fait à partir d'une base station, RTK, puis on le fait en post-traitement. Donc, on vient repositionner tout ça. Oui, c'est vrai, ça, je ne l'avais pas mentionné, mais on a autour de 500 points par mètre carré au LIDAR. Donc, on parle de microtopographie, là. La Rivière-Saint-Charles, c'est la ville puis l'Université Laval. C'est un projet de recherche. Ah ouais? C'est bon. Bien là, c'est sûr qu'on était en plein milieu de la ville. S'arrêter en dehors de la ville, ça serait beaucoup plus rapide. Là, c'est une journée de travail. Oui, parce qu'il faut se déplacer, puis il fallait faire entre les ponts. Puis il faut fermer des sections de route à cause qu'il y a du monde qui passe. Bien, pas de route, mais de pistes cyclables. Fait juste bloquer pour pas que ça passe, fait que faire des périmètres de sécurité. Mais on parle, c'était une journée de terrain. Ouais. Oui. C'est notre propre leader, puis on a choisi YellowScan pour, premièrement, la bonne relation avec eux, le partenariat, puis la qualité de la précision des données. Donc, on a fait une bonne étude comparative avant de passer à l'achat quand même, là. Fait qu'on les a toutes regardées. Et pour notre besoin, le YellowScan répondait le mieux. Donc, c'est toujours une question de prix, qualité, tout ça. Fait que vraiment, c'était le pile-poil ce qu'on avait besoin. Question? Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Moi, j'aurais peut-être une question. On sait que ça fonctionne bien là, en milieu agricole, milieu non urbanisé, là. Mais en ville, comme par exemple ici, on sait qu'il y a des contraintes. Est-ce que vous êtes un peu au courant? Je sais que vous n'êtes pas Transport Canada, là, mais est-ce que vous pouvez expliquer un peu c'est quoi les contraintes par rapport à voler au-dessus des villes ou des milieux plus urbanisés? Oui. Bon, c'est sûr que pour avoir les dérogations, les COAS qu'on appelle les certificats d'opération aérienne spécialisés, pour voler en ville, nous, on a fait une grosse démarche pendant l'hiver, fait que tout mettre en place les manuels d'exploitation qui comprend les manuels d'opération, manuels de maintenance, manuels de sécurité, tous les manuels qui prouvent à Transport Canada qu'on est au même niveau en aéronautique, donc on est rigoureux, puis on suit une procédure. Donc, chaque classe aérienne dans laquelle on se situe, donc on a différentes classes aériennes qui vont être plus proches des aéroports, plus loin des aéroports. Donc, on a une procédure de sécurité qui va vraiment correspondre à ces classes-là. Comme si on était en ville, notre procédure de sécurité n'est pas la même que si on est dans un champ. En ville, il faut respecter des distances, puis on va être toujours 2 ou 3 personnes. Oui, excusez-moi. 3 personnes sur le terrain. Donc, c'est vraiment... c'est des distances par rapport aux routes, distances par rapport aux infrastructures, mais souvent, on arrive à faire le mandat. J'ai justement une équipe au centre-ville de Montréal aujourd'hui, puis ça se passe bien jusqu'à présent. Si on parle de distance par rapport aux routes, est-ce que c'est possible de faire, par exemple, on aurait besoin du château Frontenac? Oui. C'est pensable ou c'est impossible? Ah oui, écoute, tout est faisable. Oui. Tu peux faire en pleine ville. Oui, il n'y a pas de trouble. Il faut garder une distance de 30 mètres des routes ou sinon, il faut fermer la route pendant le vol. Donc, le temps de vol, le château Frontenac, disons qu'on fait une façade, ça peut prendre juste une batterie, là, 15-20 minutes. Tu sais? Il faut fermer la route. Fait qu'il faut avoir les autorisations de la Ville de Québec également ou la Ville de Montréal pour faire ça. Mais à un moment donné, quand ça fait plusieurs fois que tu les appelles, c'est pas long. Vous aviez une question? Ça prend-tu un périmètre pas qu'il y ait de personnes en dessous? Toujours. On ne vole jamais au-dessus des gens, ça c'est certain. Fait que, dans le fond, on fait un périmètre de sécurité où est-ce qu'on va voler. Donc, on s'assure que personne qui rentre dans ce périmètre de sécurité-là pour le décollage, atterrissage puis la zone de vol. Oui. Ça, c'est des fois une grosse problématique. Fait que c'est sûr que des vols, des fois, ça se fait très vite. Fait que quand c'est nuageux,
il n'y a pas de problème, on peut voler. Mais au moment qu'il pleut, là, ça cause problématique. Ou quand il fait vraiment trop froid aussi, en bas de moins 10, là, ça ne marche plus. En fait, on l'a déjà fait, mais c'est énormément de gestion de batterie, énormément de gestion là, d'équipement. Donc, moins 10, c'est vraiment le plus froid qu'on va aller. Puis, côté pluie, quand il pleut, on ne vole pas. Mais tu sais, c'est de trouver les fenêtres. On check Météo Média, Environnement Canada, tous les sites de météo à peu près 10 fois par jour. Autre question? Merci beaucoup dans ce cas-là. S'il n'y a pas d'autres questions. Gabriel. Oui, allez-y. Ouais. Je veux savoir, vu que c'est juste un petit drone, c'est facile de repasser quand on a quand on prend d'autres méthodes. C'est facile que les commandes volent, des choses comme ça. Oui, exactement. Non, c'est ça. Oui. On peut passer 5-6 fois par année. C'est ça qui est l'avantage du drone. Hein? C'est quand même assez facile de déployer rapide. Les petits secteurs, quand c'est pas trop gros, on peut passer vraiment régulièrement. Puis c'est vite fait, oui. Autre question? Dans ce cas-là, merci beaucoup. Merci à vous.